Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Europe, le magazine européen de la rédaction de TV78. Au sommaire de ce dernier numéro de l'année 2020, une découverte acrobatique, celle du plus petit cirque du monde. Cette structure associative propose depuis presque 30 ans d'initier le public aux arts circassiens. Petits et grands peuvent y suivre des cours. Elle développe aussi une ambition européenne et propose depuis 4 ans une formation de plusieurs mois destinée aux futurs professionnels. Reportage à suivre dans ce magazine. Fin d'année pour le moins mouvementée pour l'Union européenne, accord sur le budget et plan de relance, désir d'organiser l'espace numérique européen et l'opposition bélarusse récompensée pour son action en faveur de la démocratie. Le tour de l'actualité de l'UE en bref est aussi à suivre. 2020 restera comme une année exceptionnelle pour le vieux continent. Entre crise sanitaire, économique et négociations avec le Royaume-Uni, quel bilan peut-on tirer de cette année? Nous poserons la question à Isabelle Coustet, la chef du bureau du Parlement européen en France. Ne vous fiez ni à son nom ni à son apparence. Le plus petit cirque du monde est une association basée dans les Hauts-de-Seine depuis le début des années 90. École de cirque pour les amateurs et à vocation sociale. Elle forme aussi depuis 2016 des futurs professionnels. C'est dans ce cadre d'ailleurs que le plus petit cirque du monde bénéficie des fonds structurels européens. Une vingtaine de jeunes profitent ainsi de l'expérience d'artistes et d'équipements de qualité. Nos caméras ont pu suivre une session de cette formation. Vous allez le voir, pour le moins acrobatique et aérienne. Sous ces airs ecclésiastiques et majestueux, se cache en fait ici le plus petit cirque du monde. J'ai posé mes mains dans la rondade. Ici, qu'est-ce qui se passe ensuite là? On est dans la déséquilibre, le regard est toujours sur là on a posé les mains et je reste. Et on retrouve un équilibre. 18 jeunes âgés de 18 à 22 ans s'y entraînent dans les airs et la tête à l'envers. Ils suivent une formation préparatoire exigeante. Leur objectif, intégrer dans quelques mois l'une des prestigieuses écoles du cirque. Le matin, ils sont en acrobatie et spécialité circassienne et l'après-midi, ils ont danse et théâtre. C'est une formation qui est poussée parce qu'ils ont 35 heures déjà dans le physique, donc c'est 35 heures physique par semaine. Donc c'est dur. Après, moi, l'objectif, c'est aussi de ne pas se blesser, en tout cas le moins possible, même si malheureusement ça arrive forcément avec la fatigue et la performance qu'on demande aussi aux jeunes. Art du cirque et cultures urbaines se mélangent pour offrir la meilleure formation depuis 4 ans à de futurs professionnels. Très heureux cette année de pouvoir poursuivre leurs activités malgré le contexte sanitaire. Pour nous, ça n'a pas changé en fait le confinement. Ça n'a rien changé et du coup on fait vraiment, c'est trop bien de pouvoir continuer à pratiquer, de pouvoir continuer à se préparer parce qu'on se sent pas genre on perd du temps, là on perd pas de temps quoi. On continue à s'entraîner donc c'est trop cool. Ici on a la chance de continuer, c'est vraiment trop cool et puis on n'est pas beaucoup et on est tous ensemble, on fait tous attention donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis par la suite quoi. Créée en 1992, l'association du plus petit cirque du monde est tournée depuis ses débuts vers le grand public. La structure offre une multitude de cours et de formations pour les amateurs. 5000 personnes y sont formées aux pratiques du cirque chaque année. L'activité a beaucoup évolué, donc au début on avait que quelques créneaux dans les gymnases attenants qui fait partie maintenant de notre équipement et aujourd'hui évidemment nous gérons l'ensemble de l'équipement et nous organisons des activités à la fois ici même et aussi à l'extérieur. On intervient dans une vingtaine de villes en Île-de-France, donc pas uniquement à Bagneux mais dans les villes environnantes mais aussi dans d'autres départements. Cirque citoyen, social, mais aussi engagé à l'international. Le plus petit cirque du monde bénéficie du financement des fonds européens et participe depuis 15 ans à différents réseaux en Europe. Une manière d'interroger les pratiques artistiques. Sur le long terme, évidemment, c'est quelque chose qui permet aussi à la structure d'avancer, de penser ses activités autrement, avec un autre cadre logique, avec une autre façon de penser les financements, les confinancements, et après, évidemment, sur une ouverture assez importante sur l'international et sur aussi comment est-ce que les choses se mettent en place ailleurs. Donc c'est vrai que beaucoup de nos activités se sont inspirées de ce que nous avons pu observer ailleurs, que ce soit en Europe ou en grand international. Toujours dans l'impossibilité d'assurer 100% de ses cours et formations, l'association devrait pouvoir le faire à partir du 20 janvier prochain. Plus que jamais alors, amateurs, artistes et étudiants éprouveront le besoin de mouvoir leur corps après des semaines de confinement.
La santé est sans aucun doute possible le thème majeur de cette année 2020. En Ile-de-France, les territoires aussi s'organisent pour être à la pointe sur le sujet. L'agglomération Vallée Sud Grand Paris, par exemple, est en train de rénover à l'intérieur même de ses locaux un espace dédié au développement d'entreprises qui travaillent notamment sur les biotechnologies. 1500 mètres carrés en tout. L'opération est financée pour plus de 40% de son montant par les fonds structurels européens. Pour en savoir plus, nous avons posé 3 questions à Laurent Vastel, vice-président de l'agglomération Vallée Sud Grand Paris, vice-président en charge de la santé. Un bioparc, c'est un terme un peu barbare pour désigner un lieu qui est sous contrôle d'un conseil scientifique où on laisse s'implanter des entreprises qui théoriquement sont déjà existantes depuis plus de 2 ans. Ce n'est pas un incubateur, ce n'est pas quelque chose qui permet de créer l'entreprise, mais ce sont des entreprises qui, je dirais, sont amenées à avoir une croissance et à développer des projets pour justement croître et se développer. Et il se trouve que notre ville a comme particularité d'avoir le CEA de Fontenay-aux-Roses qui a historiquement travaillé dans le nucléaire, mais qui maintenant travaille dans les biotechnologies et dans la recherche médicale, dans un environnement francilien qui est quand même très riche en recherche biomédicale. Et l'idée, finalement, c'est d'exploiter l'une des missions du CEA, qui est le transfert de savoir-faire, c'est-à-dire et le développement, pour finalement installer à proximité immédiate un lieu où certaines entreprises qui ont développé ou qui veulent développer à but commercial des biotechnologies innovantes puissent bénéficier à la fois du coaching d'une certaine façon du CEA et en même temps avoir accès à ces installations, notamment pour la mise au point d'un certain nombre de process. Et ça nous permet finalement d'accueillir sur Fontenay-aux-Roses des entreprises qui sont en voie de se développer dans le domaine médical. Les travaux commencent le 11 janvier, pour être précis. Ils vont s'étaler sur tout le premier semestre. Et a priori, on devrait avoir une livraison dans l'immeuble, qui est l'immeuble d'ailleurs le siège du territoire Vallée Sud Grand Paris. On devrait donc avoir une livraison fin juin. Et on a déjà une entreprise qui a déjà signé et un certain nombre d'entreprises qui sont bien sûr très intéressées et probablement qui vont arriver assez vite aussi dès la fin de cette année. L'Europe, elle a comme particularité, d'une part, bien sûr, de donner une forte crédibilité, parce qu'il y a un examen qui est extrêmement rigoureux quand même sur la viabilité du projet. Ça apporte bien sûr de l'argent, il faut quand même dire les choses aussi, et de façon significative. Accessoirement, ça impose à la fois de la rigueur et de la rapidité. Parce que les fonds européens, ils ont comme particularité qu'ils ont des délais pour être délivrés qui sont très courts, et donc ça impose vraiment à tout le monde de se mettre en ordre de marche et d'avancer de façon sans perdre de temps, quoi. À l'échelle européenne, l'actualité liée à la santé, c'est une avancée majeure contre la pandémie de la Covid-19. La Commission européenne a autorisé lundi 21 décembre la mise sur le marché européen du premier vaccin contre le virus développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech. Ce feu vert est survenu quelques heures après celui de l'Agence européenne du médicament et ouvre la voie ainsi à un début de vaccination à partir de ce dimanche 27 décembre dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. D'autres autorisations pourraient advenir d'ici début janvier. Écoutez à ce propos la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. J'ai toujours dit durant cette pandémie que nous étions tous ensemble. C'est pour cela que la campagne de vaccination débutera en même temps dans toute l'Europe les 27, 28 et 29 décembre. C'est le meilleur moyen de mettre fin à cette période si difficile et de tourner enfin la page de la Covid-19. Ce n'est que notre premier vaccin. D'autres seront autorisés bientôt s'ils sont efficaces et sûrs. Une autorisation pour le vaccin développé par Moderna pourrait intervenir le 6 janvier prochain.
Une bonne nouvelle contre la pandémie qui se heurte malheureusement à une autre actualité moins positive, celle-ci, la mutation du virus au Royaume-Uni, une mutation qui a entraîné un isolement presque immédiat du pays depuis quelques jours. L'Allemagne interdit par exemple toute liaison avec le Royaume-Uni jusqu'au 6 janvier prochain. De nouvelles difficultés sanitaires évidemment et économiques qui viennent s'ajouter à l'impasse sur les négociations pour établir une nouvelle relation avec l'Union européenne dans le cadre du Brexit. À l'heure où nous enregistrons cette émission, les deux parties n'ont toujours pas trouvé d'accord. Parmi les points de blocage importants, l'accès aux eaux pour les pêcheurs européens. Michel Barnier, chargé des négociations sur le Brexit pour l'Union européenne, évoquait notamment ce point devant les parlementaires européens à Bruxelles le 18 décembre dernier. Le Royaume-Uni souhaite aussi retrouver sa souveraineté s'agissant de la pêche, de pouvoir contrôler l'accès de ses eaux. Comme je l'ai dit souvent, et je le répète devant vous, nous l'acceptons et nous le respectons. Mais si le Royaume-Uni veut, après une période d'ajustement crédible et suffisante, pouvoir couper l'accès à ses eaux pour les pêcheurs européens, à n'importe quel moment, l'Union européenne doit avoir aussi un droit souverain de réagir ou de compenser, en ajustant alors les conditions d'accès à son marché pour l'ensemble des produits et notamment pour les produits de pêche. Et c'est là que se trouve une des grandes difficultés actuelles de la négociation sur ce dossier de la pêche qui fait partie de l'ensemble de notre partenariat économique. Alors je vous parle très sincèrement, et je vous ai toujours parlé en vérité et sincèrement, je ne peux pas vous dire quelle sera l'issue de cette dernière ligne droite de la négociation. Et pour être tout à fait précis sur le sujet, rappelons que sans deal commercial, d'ici le 31 décembre, les échanges entre le continent et le Royaume-Uni seront désormais régis par les règles de l'Organisation mondiale du commerce, avec pour conséquence l'instauration de droits de douane ou de quotas. Le reste de l'actualité européenne est marqué par l'accord, cette fois-ci, sur le budget, le plan de relance à 1800 milliards d'euros des 27, où l'opposition bélarusse aussi mise à l'honneur par le Parlement européen. C'est l'actualité européenne en bref, regardez. Ils auront eu besoin de 5 mois pour s'entendre. Les chefs d'État et de gouvernement sont finalement parvenus à un accord le 11 décembre dernier sur le budget et plan de relance de l'Union européenne. Bloqués jusqu'à présent, les 1800 milliards d'euros qui doivent soutenir les économies européennes pourront être versés à partir du 1er janvier prochain. Pologne et Hongrie notamment s'opposaient à la mise en place d'un mécanisme lié au respect de l'état de droit. Finalement adoptées, les nouvelles règles permettront l'arrêt du versement des fonds européens en cas de violation des valeurs de l'UE. Ambition financière et climatique, les 27 se sont aussi entendus pour rehausser leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Celles-ci devront baisser de 55% et non plus de 40% dans 10 ans par rapport à 1990. Plus de règles pour le numérique, la Commission européenne a dévoilé sa nouvelle stratégie pour encadrer les pratiques sur Internet. Les deux nouvelles propositions de loi permettront notamment d'imposer des amendes jusqu'à 10% du chiffre d'affaires en cas de non-respect des règles de concurrence, principalement viser les géants du secteur Google, Amazon ou encore Facebook. La Commission souhaite aussi renforcer la protection des données et favoriser la suppression des contenus illicites. L'opposition bélarusse mise à l'honneur par le Parlement européen, les leaders politiques du pays qui contestent la réélection d'Alexandre Loukachenko en août dernier ont reçu le prix Sakharov 2020. L'opposition bélarusse proteste depuis des mois maintenant pour exiger une transition démocratique, un mouvement durement réprimé par le pouvoir en place. Les fêtes de fin d'année victimes du coronavirus se dérouleront elles aussi dans un contexte particulier. En France, en plus du couvre-feu mis en place, excepté le soir de Noël, le gouvernement préconise de limiter les rassemblements à 6 pour les repas. En Allemagne, un confinement est entré en vigueur aussi depuis le 16 décembre, entraînant fermeture des commerces non essentiels et écoles jusqu'au 10 janvier. Même mesure aux Pays-Bas, mais cette fois-ci jusqu'au 16 janvier.
En Italie, les déplacements sont fortement restreints entre les régions jusqu'au 6 janvier. Enfin, pays très touché par le coronavirus et probablement le plus strict pour ces fêtes, la Belgique interdit de recevoir plus d'un invité chez soi. Les personnes isolées ont-elles le droit de recevoir 2 convives maximum en cas de non-respect de ces règles? Les invités risquent une amende de 250 €. Les autres, quant à eux, une amende de 750 €. Cette fin d'année marque l'occasion aussi de faire un bilan de l'action de l'Union européenne. 2020 restera bien sûr une année singulière pour le vieux continent avec la gestion de la Covid, ses impacts sociaux et économiques, mais aussi les négociations. On en parlait il y a quelques instants avec le Royaume-Uni. Pour continuer à en parler plus précisément, nous sommes à distance avec Isabelle Coustet, la chef du bureau du Parlement européen en France. Bonsoir Isabelle Coustet. Diriez-vous, comme certains observateurs, que les crises majeures qui ont jalonné cette année de l'Union européenne ont paradoxalement renforcé l'Union avec notamment cette solidarité qui s'est fait jour au moment de la relance économique? Je dirais que l'Union européenne, même si elle a été très surprise au début et un peu cafouillée sur la réponse sanitaire, ce qui est finalement compréhensible parce qu'elle n'avait pas de compétences sanitaires, elle a résolu beaucoup de ses propres problèmes à cause de cette crise, je dirais. On pourrait détailler beaucoup de mesures, mais l'élément principal étant le plan de relance de 750 milliards d'euros qui arrive là au mois de décembre, qui a été voté par le Parlement européen et qui sera mis en œuvre à partir du moment où il sera ratifié par, encore une étape, c'est la ratification par les parlements nationaux de la décision d'emprunter sur les marchés de façon aussi importante pour la Commission européenne. Mais une fois cette étape franchie, elle a vraiment réussi à se mettre d'accord sur ce plan de relance de 750 milliards d'euros et puis aussi éventuellement, ça c'est pour la suite, de nouvelles ressources pour l'Union européenne dans les années qui viennent. Donc je dirais que de ce côté-là, un pas important a été franchi dans l'intégration. On peut donc dire que c'est grâce à la Covid si aujourd'hui l'Union européenne avance ? Je pense que oui, on peut vraiment le dire parce que alors tous les problèmes étaient sur la table, je dirais même que les solutions aussi étaient sur la table. Par exemple, je pense aux ressources propres. Ça fait très longtemps que le Parlement européen propose de nouvelles ressources, propose de taxer les GAFA, travaille sur la taxe sur les transactions financières, propose une taxe au plastique. Donc, toutes ces solutions étaient sur la table, mais il manquait un accord au Conseil. Et c'est la crise qui a conduit les États membres à négocier plus ardemment et à passer. Et c'est la nécessité d'un plan de relance au niveau européen pour ne pas aggraver les inégalités entre les États membres qui les a conduits à envisager de nouvelles ressources propres pour l'Union européenne. Donc oui, c'est très clairement la crise. Mais ceci dit, c'est pas encore fini. Bien, la crise n'est pas encore finie, bien sûr, et elle continue à mettre à mal beaucoup des fondamentaux de l'Union européenne, notamment la libre circulation, la solidarité entre les États membres, et tout ça est une lutte de tous les instants, en fait, pour qu'il y ait une réponse vraiment globale et coordonnée à cette crise, à la fois sanitaire et économique. Alors, vous évoquiez à l'instant les conséquences négatives de cette année pour l'Union européenne avec la libre circulation notamment qui est fortement entravée par le coronavirus. Il y a aussi les négociations avec le Royaume-Uni qui n'ont toujours pas abouti et cette date limite du 31 décembre. Est-ce que là, c'est un échec en partie imputable à l'action de l'Union européenne et à son organisation ? L'Union européenne, elle est pragmatique. C'est pas un grand État avec une tête qui déciderait et qui fait de la politique. L'Union européenne, elle est pragmatique, tandis que le Royaume-Uni, lui, fait de la politique intérieure notamment. Donc cette décision, on ne la remet pas en cause de quitter l'Union européenne. D'ailleurs, elle est déjà actée. Il est nécessaire, on peut pas se séparer des Britanniques. Et les Britanniques peuvent pas se séparer du continent européen plus qu'ils ne sont par la Manche. Il y aura forcément une relation future. Donc là, la question, c'est quand on l'établit et dans quels termes. Donc moi, je pense que sur le long terme, on aura forcément un accord sur la pêche, on aura forcément un accord commercial, parce que c'est dans l'intérêt des deux parties et peut-être même plus de celle du Royaume-Uni. Donc forcément, il y aura une relation. C'est vraiment un problème de timing politique, je crois, et on avait le temps de négocier quelque chose. On n'y parviendra peut-être pas dans les délais nécessaires, parce qu'il faut des délais de droit. Donc la décision de sortir, elle existe.
la prochaine date limite, c'est le 31 décembre. Dans les deux cas, là pour le 31 décembre, il faudra trouver une solution pour acter d'un accord ou pas d'un accord. L'Union européenne, qui est extrêmement pragmatique, a voté à la dernière session au Parlement européen des mesures de contingence pour au moins éviter un certain nombre de dysfonctionnements qui auraient lieu s'il n'y avait pas d'accord sur les transports aériens, voire même sur la pêche. Je dirais que, en fait, c'est plutôt le Royaume-Uni qui nous oblige à traiter l'immédiat plutôt que le long terme. Mais j'ai pas de doute qu'à long terme, il faudra établir une relation avec le Royaume-Uni. Elle va pas se disloquer du jour au lendemain. Isabelle Coustet, si on se projette désormais dans l'avenir, quels seront les thèmes d'actualité pour l'Union européenne en 2021 ? Il y aura forcément la Covid, mais aussi la campagne de vaccination, je suppose. Alors, évidemment, les vaccins, ça c'est tous les États membres vont entrer dans une période de vaccination. Il faut quand même rappeler aux auditeurs que c'est là, pour le coup, c'est une réussite de l'Union européenne. Je ne parle pas du vaccin en lui-même, je ne suis pas du tout scientifique, mais en tout cas, d'avoir acheté collectivement suffisamment de doses à suffisamment de laboratoires qui travaillent sur des vaccins pour en avoir pour toute l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de guerre des vaccins comme il y a eu une guerre des masques. Je trouve que ça, c'est une réussite quand même importante. Donc, évidemment, les vaccins. Il y aura aussi, à mon avis, une question qui se pose sur la reconnaissance des tests, parce que le vaccin ne nous sortira pas immédiatement de la pandémie. Il faudra encore une période de masques et de tests. Et donc, ce qui est important, c'est ce qui se passe aussi déjà aujourd'hui au niveau mondial, c'est la reconnaissance des tests par les uns et par les autres, notamment lorsque vous voulez voyager, vous savez pas trop quel type de test vous demande l'État dans lequel vous voyagez. Il est très important que dans l'Union européenne, on reconnaisse les tests faits par les uns et par les autres. Donc, il faut encore beaucoup travailler sur cette coordination. Il y aura tout le suivi en matière sociale de la crise. Il y aura la mise en œuvre du plan de relance. Il y aura aussi l'utilisation qui est faite de cet argent. L'Union européenne veut que 30% de cet argent aille aussi à des dépenses de long terme qui visent à remplir les objectifs de lutte contre le changement climatique, avec la conférence de Glasgow qui va arriver pour remettre à jour cet accord de Paris. Et puis, il y aura, alors après, il y a aussi l'activité législative de l'Union européenne qui était prévue dans les tuyaux. Je pense à un règlement très important qui vient d'être proposé par la Commission européenne qui s'appelle le Digital Service Act. C'est un petit peu le RGPD des années qui viennent, c'est-à-dire il s'agit d'adapter notre législation pour réglementer toutes les activités des plateformes. Merci Isabelle Coustet pour toutes ces précisions et pour ceux qui voudront en savoir un peu plus sur l'Europe et son action, nous les invitons à écouter la série de podcasts que le Bureau du Parlement européen en France vient de lancer par le mois européen. 12 épisodes d'une quinzaine de minutes pour assimiler l'action de l'UE et les perspectives aussi pour son avenir. C'est la fin de ce 7-8 Europe. Merci de l'avoir suivi. Dernier 7-8 Europe de cette année 2020. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver l'ensemble des modules et reportages sur notre site tv78.com et nos réseaux sociaux. Passez de très bonnes fêtes ici ou ailleurs en Europe. À très vite.